On a beaucoup parlé de SI ce matin, donc nous, on va essayer maintenant de vous montrer, vous expliquer un peu comment, côté mobile, on a besoin de consommer les API pour faire des expériences qui sont correctes pour nos utilisateurs. Du coup, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Nicolas Laurent, je suis consultant chez Octo, je suis en charge de projets de delivery mobile. Et par le passé, j'ai également eu à faire beaucoup d'API et de connexions OSI vers des fronts. Voilà pour ma part. Et bonjour à tous, moi c'est Frédéric Millard. Donc, je suis à Octo depuis 5 ans et depuis 3 ans, je travaille plus particulièrement sur des projets mobiles en tant qu'archi-intégration ou tech lead. Alors, on va commencer par, avant de rentrer dans le dur de notre sujet, on va essayer de brosser un petit peu le paysage mobile aujourd'hui en 2018, notamment autour de 2 axes. On voit que les utilisateurs, d'abord, sont de plus en plus exigeants. Alors, juste quelques chiffres pour commencer. Il y a 25% des utilisateurs qui partent de leur application mobile ou de leur site mobile au-delà de 4 secondes. Alors qu'on perd une proportion non négligeable de nos utilisateurs. Ce chiffre monte à 40% si on dépasse les 10 secondes. Là, vous voyez que potentiellement, vous en perdez encore plus. Et un dernier chiffre qui est extrêmement important, 72% des désinstallations sont liées à des problématiques de performance. Donc, on installe, ça marche pas vite, boum, on désinstalle direct. Et en plus d'avoir des utilisateurs super exigeants côté mobile, on va aussi avoir on va être dans un écosystème extrêmement compétitif. Donc, en moyenne, chaque personne a sur son téléphone entre 30 et 40 applications, et on n'utilise réellement que 10. Sur toutes les apps installées, en gros, 77% vont vivre 3 jours. Et au bout de 3 jours, elles seront toujours sur le téléphone, mais plus personne ne les utilisera. D'autres apps qui ont moins de chance, qui vont être désinstallées, 26% des apps vont être désinstallées dès leur première utilisation. Et en plus de tout ça, on arrive maintenant sur des stores qui contiennent près de 3 millions d'applications, iOS, Android, ce qui fait que l'app que vous voulez faire est probablement déjà sur le store ou a déjà une concurrence fortement accrue. Donc il va falloir en fait sortir du lot. Alors pour sortir du lot, on pense qu'il y a 2 façons de faire, enfin il y a 2 sujets de fond. C'est d'abord la valeur de votre application. C'est quoi l'usage? C'est quoi le gain pour l'utilisateur? On voit qu'il y a une concurrence exacerbée. Si vous faites une application qui est juste comme les autres, concrètement, vous ne sortirez pas du lot. Donc, un vrai focus sur l'expérience utilisateur et vraiment ce qu'on attend de l'application mobile. Et un deuxième focus, on a déjà commencé à le dire précédemment, c'est le côté performance. Il faut que votre application, elle soit la plus performante possible. Et on ne parle pas de plusieurs secondes, on parle de gagner chaque milliseconde potentielle à chaque écran pour que ça marche le plus fluide, pour que ça marche de manière la plus fluide possible et que les utilisateurs aient envie de rester. Et donc pour ça, une application mobile, elle a besoin d'une API. Une application mobile, c'est pas juste un truc qui est développé et déployé sur un mobile et qui tourne tout seul, mais c'est vraiment une extension mobile de votre SI. Donc, elle a besoin de cette API, parce que l'API, en fait, quelque part, c'est le carburant de votre application. Votre application, c'est la Rolls. L'API, c'est le carburant et c'est le moteur de votre application. Et donc, on va essayer de vous donner quelques recommandations glanées au fil des différents projets qu'on a pu voir chez Octo ces dernières années. Donc, la première recommandation, ça va être de designer vos API en fonction de votre UX. Donc, quand on dit UX, c'est les écrans que vous allez afficher, et pas de faire l'inverse. Donc, de manière générale, on va essayer toujours de viser un appel bloquant à une API pour l'affichage d'un écran. Donc, quand je dis appel bloquant, c'est un appel pendant lequel l'utilisateur a un écran blanc, ou au mieux, il a un petit loader qui tourne. Donc, pour illustrer ça, on va faire ce qu'il ne faut pas faire. On va illustrer sur un tunnel d'enrôlement où on va driver nos écrans en fonction des API qu'on a disponibles sur le SI. Donc, dans notre exemple, là, on a 4 API disponibles. Une qui va nous permettre de vérifier qu'un utilisateur n'existe pas déjà. Une seconde pour vérifier un mot de passe, s'il respecte les politiques de sécurité. Une troisième pour la création de compte et une quatrième pour la connexion. Donc maintenant, si on map un peu naïvement, si on crée notre UX en fonction de ça, on va avoir un premier écran où on va rentrer le nom, prénom, email. Quand on va cliquer sur Next, on va faire la vérification que l'utilisateur n'existe pas. S'il n'existe pas, on va passer sur un deuxième écran, invitant l'utilisateur à mettre un mot de passe. Hop, pareil, Next, donc on vérifie le mot de passe, sinon on reste sur l'écran, sinon on crée le compte. Après, on arrive sur une page où on a créé le compte, mais il faut encore se loguer. Donc un quatrième écran pour rentrer l'email et le mot de passe, et une fois, on se connecte une bonne fois pour toutes et on arrive sur l'application. Donc là, on arrive sur un parcours à 5 écrans, assez fastidieux, qu'on
qu'on croise assez souvent dans des contextes web. Mais en tout cas, vu l'exigence qu'on parlait tout à l'heure, sur une appli mobile, en fait, on a des grandes chances de se faire désinstaller dès le deuxième écran, parce que l'utilisateur mobile n'est pas habitué à avoir un tel parcours, quoi. Donc maintenant, on va faire le travail inverse, et on va se dire, bah voilà, je suis utilisateur mobile, bah voilà, je sais que je dois créer un compte pour rentrer sur cette application, je m'y attends. Donc là, bah, je m'attends à mettre un nom, un prénom, un email, un mot de passe, et dès que je fais Next, eh ben, je veux être directement connecté. Donc j'ai mis toutes les problématiques API de côté. Donc maintenant, je vais designer mon API en fonction de ça. Donc là, on n'a plus qu'un seul bouton qui va nous permettre de faire donc, ce qu'on disait avant, donc la vérification de l'utilisateur, le mot de passe s'il est bon, et le login. Donc là, par exemple, ça pourrait se résoudre avec ça. Donc on pourrait imaginer une API qui va agréger un peu tous ces fonctionnalités. Donc on va créer un utilisateur, on va lui filer que le nom, le prénom, que les informations que l'utilisateur a rentrées dans l'application. Et en réponse de ça, on va avoir une confirmation comme quoi l'utilisateur a été créé. Et en plus, on va avoir de quoi être directement authentifié sur l'application. Alors, le deuxième sujet dont on va vous parler, c'est l'optimisation de vos ressources. Quand on parle de ressources, en fait, on parle des échanges et des formats des échanges entre l'application mobile et votre back-end. Donc on va prendre un exemple, encore une fois, et ce qu'on souhaiterait faire, c'est une application mobile qui affiche la liste de contacts de l'entreprise pour pouvoir rentrer en contact avec eux, les trouver et puis éventuellement aller les voir sur leur site. Donc on a quasiment tous dans nos entreprises un référentiel d'organisation interne. Alors voilà, on a mis plein de données ici d'exemples. On a le nom, le prénom, on a l'équipe à laquelle on appartient, les projets sur lesquels on a travaillé, le site de rattachement. Bref, on a plein de choses. Et tout ce qu'on veut afficher, en fait, c'est une liste de ce type d'éléments avec un certain nombre de call to action qui vont rediriger vers des activités du mobile. Par exemple, je veux aller sur le site du collaborateur, j'appuie sur la map et je suis redirigé vers map. On pourrait prendre une déclinaison concrète de ce référentiel d'organisation interne avec ce type de réponse. Donc là, on voit un payload en JSON avec plein d'informations. On voit notamment en dessous qu'il y a aussi des objets qu'on n'a pas décrits ici, mais qui peuvent être potentiellement assez conséquents. Et vous pouvez imaginer que si vous avez beaucoup de données, vous allez avoir un certain nombre, un payload qui peut être relativement gros, pour au final, encore une fois, n'afficher que ça par rapport à ce payload en question. Donc, si on décortique un petit peu le payload qu'on a ici, premièrement, on se rend compte que les seuls éléments dont on a besoin, c'est les éléments qui sont en gras ici. Les autres, on n'en a pas besoin pour notre use case. Le deuxième élément dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre d'objets qui ne sont pas en fait des valeurs concrètes, mais qui sont des références vers d'autres ressources qu'il va falloir aller récupérer via un autre appel réseau. Donc ça, c'est un peu problématique, c'est même très problématique, puisque les appels réseau, c'est consommateur de temps, c'est consommateur de batterie, et donc c'est pas très bon pour votre mobile et pour l'expérience utilisateur. Donc nous, on va plutôt vous conseiller de transformer le payload que vous renvoyez en quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus compact, et donc on voit qu'on a moins de champs, on voit qu'on a que les champs qui nous intéressent pour notre use case, et on voit également que tout à l'heure, les éléments qui référençaient d'autres ressources, cette fois sont concrètement instanciés dans le payload de retour. Donc le message là, il y en a deux. C'est d'abord n'exposer au mobile vraiment que ce dont il a besoin. N'allez pas faire beaucoup plus que ça. Et deux, privilégier un style d'API qu'on va qualifier de pragmatique. Évitez de faire de l'API pure by design, parce que sinon vous allez probablement générer trop d'appels réseau qui vont avoir un impact sur votre expérience utilisateur. Et puis quelques autres points encore. Limitez aussi le nombre d'éléments que vous renvoyez au mobile. Ça peut paraître un peu trivial, mais c'est pourtant une réalité. Vous pouvez faire de la pagination. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de pagination très standards sur HTTP qui permettent de limiter le nombre d'objets. Vous pouvez même éventuellement forcer l'utilisateur à être plus explicite sur sa demande en lui disant « je ne peux pas te renvoyer les objets que tu me demandes, il faut que tu sois encore plus restrictif ». Pourquoi? Parce qu'on a des use cases concrets sur le mobile où même renvoyer 20 objets, c'est trop. Donc on peut le forcer à être plus spécifique. Et enfin, il ne faut surtout pas non plus oublier les formats compressés, les formats binaires ou les nouveaux protocoles type protobuf qui permettraient également de gagner beaucoup sur la taille des échanges.
Donc en troisième recommandation, on va parler de cache HTTP, et plus particulièrement de comment permettre aux mobiles d'exploiter ce cache HTTP. Donc là, pareil, on va reprendre un exemple. Donc là, on a fait les deux premiers points. Donc on a designé cette ressource en fonction des écrans, de ce qu'on veut afficher à l'écran. Donc là, c'est que des champs qui servent à l'écran, et on a viré tout ce qui ne servait à rien, et voilà, on arrive à là. Donc là, maintenant, on va ajouter une autre contrainte, ça va être la durée de vie d'une donnée. Donc là, ce qui est symbolisé en vert et en jaune, c'est les durées de vie de données. Donc en vert, on va avoir des données qui ont une durée de vie qui peut être très longue, et en jaune, des durées de vie très courtes. Donc concrètement, imaginons on est sur un magasin. En vert, on va voir l'adresse du magasin qui ne changera pas tous les jours, le compte Facebook, l'adresse, le nom, le numéro de téléphone. Et en jaune, on va avoir des données qui vont être souvent liées à l'utilisateur ou au client du magasin. Donc est-ce que ce magasin est dans mes favoris? Est-ce que, la note que les gens mettent à ce magasin. Donc au final, on a des données qu'on pourrait très bien, donc en vert, on pourrait les appeler une fois et puis après considérer qu'elles sont bonnes pendant très longtemps, et puis sécuriser un appel à réseau plus tard, et donc améliorer l'expérience utilisateur en baissant le temps d'attente de l'utilisateur, et en jaune, les rappeler régulièrement. Donc au final, vu qu'on mixe ces deux typologies de données, on a quelque chose qui est non cacheable. On sera obligé systématiquement de rappeler l'ensemble de la ressource, même s'il y a plus de vert que de jaune. Donc là, dans ce cas-là, on va découper en deux API. Donc une API qui va être avec les données qui vont être cachables et les autres qui vont être non cachables. Et pour ne pas rentrer en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, on va essayer de se limiter à un appel bloquant d'API pour l'affichage d'un écran. On pourra toujours trouver des stratégies côté mobile. Donc, par exemple, imaginons le jaune est vraiment lié à l'utilisateur. Une fois que je suis logué, je peux directement faire en arrière-plan, récupérer toutes les informations relatives à les magasins, les identifiants de magasins sur lesquels je suis favori. Et puis quand j'arrive sur la page du magasin, là je fais cet appel-là, si je ne l'ai pas déjà dans mon cache, si mon client ne l'a pas déjà mis dans son cache. Si vraiment cette donnée est liée à la page, imaginons que j'arrive sur ma page magasin, pareil, je refais cet appel pour récupérer les données liées au magasin, et je peux lancer, donc l'utilisateur déjà est libéré, c'était la seule API bloquante qui aurait pu être qui est en cache, et l'utilisateur là, et nous en arrière-plan sur le même écran, on peut aussi aller chercher les données utilisateurs, comme la note par exemple qui a été mise. Donc on ne bloque pas l'utilisateur est directement, on voit les informations, on voit le nom du magasin, on voit le téléphone et plein de choses, et un peu plus tard il va y avoir la partie jaune qui arrive. Donc voilà, il n'est pas bloqué. Pourquoi insister un peu sur le cache? C'est tout simplement parce que c'est gratuit. Ça ne coûte rien, et souvent on ne peut pas utiliser le cache tout simplement parce que les API ne sont pas prévues pour pouvoir cacher l'intégralité d'une ressource ou pas. Et le cache, en gros, quand on fait du dev mobile, Android, iOS, on utilise des clients HTTP qui implémentent entièrement le protocole, et donc qui implémentent entièrement le cache HTTP. Donc en gros, il suffit juste de côté back-end de mettre les bons en-têtes HTTP, et puis le client fera le reste. Donc côté mobile, il n'y a rien à faire. Côté back, il faut mettre des petits en-têtes où il va bien, et designer les ressources pour permettre justement de cacher certaines API. Alors, la recommandation d'après, voilà, elle est affichée. Le but, c'est pas de raviver le débat qui fait toujours rage dans les DSI autour de REST et SOAP, mais c'est d'essayer de vous convaincre que sur mobile, ce débat, il n'a plus lieu d'être. En fait, il y a deux raisons au fait que sur mobile, il faut absolument privilégier des formats d'échange de type REST-JSON. Alors pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est un sujet de productivité. Tous nos projets, ils sont toujours, ils sont malheureusement, ils ont très souvent des deadlines qui sont extrêmement tendues. C'est fréquent, malheureusement, que les projets soient en retard. Donc, il faut tout faire pour que votre équipe soit la plus productive possible. Et aujourd'hui, en fait, tous les frameworks mobiles, tous les frameworks de développement mobile, tout l'outillage mobile est câblé pour fonctionner nativement avec du REST, du JSON. On n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas appeler du SOAP sur du mobile, ça marche, mais techniquement, l'outillage n'est pas fait pour ça. On peut le faire, mais c'est vraiment pas une bonne recommandation que de partir sur du SOAP. En plus, il faut intégrer des librairies externes qui ne sont pas forcément toutes interopérables. Bref, pour la productivité de vos développeurs, restez sur du REST-JSON. Et alors, le deuxième point, qui est peut-être encore plus important, c'est le côté taille des payloads. Alors, si on prend un exemple très simple, ici, on aurait un service
un service météorologique qui nous renvoie la météo dans une ville donnée. À gauche, vous avez un exemple en SOAP-XML et à droite, vous avez un exemple en REST-JSON. Donc on voit que l'exemple de droite est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Donc si vous pouvez bien comprendre que les conditions de réseau étant toujours pas forcément de bonne qualité sur du mobile, dans 60% des cas, avec du mobile, on est dans une situation de mobilité, on n'a pas forcément un réseau qui est très fiable. Il est absolument primordial d'avoir les plus petits payloads possibles. Et donc, REST et JSON va dans ce sens. Alors, on a parlé de ressources mappées sur l'UX, on a parlé de comment découper les ressources pour ne pas casser le cache aussi, donc REST, JSON, et puis alléger les payloads. Donc maintenant, comment mettre en place tout ça dans SI, comment mettre ça dans un site déjà existant avec potentiellement des API qui sont déjà utilisés par d'autres, on ne peut pas tout casser non plus. Et qu'est-ce que va faire le device, le téléphone là-dedans? Donc pour ça, on va reprendre un exemple. On va avoir un écran qui va avoir à interagir avec deux backends. Donc un backend qui va récupérer le nom de l'enseigne et le nom du magasin, et un backend qui va renvoyer tout ce qui est un peu information liée aux utilisateurs, comme des commentaires et la note générale qui a été mise à l'enseigne. Donc voilà, on veut faire un écran simple, pour une enseigne donnée, on va afficher les commentaires d'un magasin précis. Et là, on va faire la première approche un petit peu naïve, où on va donner un peu le rôle de SB au téléphone. C'est lui qui va orchestrer un peu tous ces appels et qui va gérer un petit peu tout ça, cette agrégation. Donc là, on voit déjà, c'est un exemple, on voit qu'il va y avoir plusieurs appels réseau, donc 4 appels réseau, qui vont être synchronisés par le téléphone. Et donc, comme on disait tout à l'heure, donc là, c'est tout à la fin de cette séquence d'appels qu'on va pouvoir afficher quelque chose à l'utilisateur. Ça, c'est un premier truc qui va pas très bien. Deuxième truc, quand il y a des grosses flèches ici, c'est pour symboliser qu'on a des payloads beaucoup trop lourds qui remontent, et après, peut-être qu'on va piocher des petites informations dedans, comme disait Nico tout à l'heure. Donc là, on peut aussi se poser plein d'autres questions, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe si je perds le réseau entre le premier et le deuxième appel, ou entre le troisième et le quatrième, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'affiche à l'écran? Même question dans un contexte transactionnel. J'ai le premier appel qui est passé, le deuxième, hop, j'ai perdu le réseau entre-temps. Comment je rollback ça? Il y a toute une stratégie à mettre en place. Potentiellement, ça peut être lourd et il peut y avoir des trous dans la raquette. Autre problématique qu'on a souvent, on a deux plateformes, iOS et Android. Et voilà, toute cette logique qu'on parlait avant, rollback et tout ça, alléger les ressources, orchestrer tout ça, il va falloir le dupliquer. Donc là, typiquement, on va se retrouver avec des anneaux, comme quoi ça marche sur iOS, ça ne marche pas sur Android, ou l'inverse. Et concernant les roadmaps, donc là, j'ai mon backend 2 que je veux décommissionner. Mais une app mobile, on ne peut pas forcer l'utilisateur à mettre à jour. Donc on arrive sur Play Store, on soumet une nouvelle application sur Play Store, mais rien ne force les utilisateurs à mettre à jour cette application. Donc comment on met une stratégie pour décommissionner un backend 2, par exemple, ici, et sachant qu'on ne peut pas forcer les utilisateurs à passer sur une nouvelle application? Il n'y a pas vraiment de réponse. Et nous, notre solution, c'est donc forcément d'avoir une couche d'API dédiée au mobile, qui va servir juste d'interface pour le mobile, et donc qui va permettre un peu de répondre à toutes nos problématiques. Donc c'est cette API qui va en fait jouer le rôle de frontière entre le SI, qui est utilisé par plein d'autres clients, et l'app mobile, qui a un besoin très très spécifique. Et donc ça va nous permettre, donc, comme on disait tout à l'heure, de designer les ressources vraiment comme on veut, en fonction de l'UX, en respectant bien les problématiques de cache. Ça va nous permettre, donc, comme disait Nico aussi, de filtrer les payloads, de filtrer, alléger, rajouter notre couche de pagination, rajouter peut-être une surcouche aussi, tout ce qu'on peut imaginer. Ça va nous permettre de mutualiser le code métier. Quand on parlait de plateforme, iOS, Android, là, ici, toute cette orchestration elle sera faite qu'une seule fois côté back. Ça nous permettra aussi de décolorer les roadmaps des backends. Donc, dans l'exemple tout à l'heure, j'ai mon backend 2 qui est décommissionné. Faut plus que, comment je peux gérer côté API mobile, l'API dédiée, je peux gérer un truc un peu plus propre pour forcer les utilisateurs à mettre à jour leur application et pouvoir décommissionner le backend 2 pour un backend 2 bis plus proprement, sans lui couper du jour au lendemain sa source de données. Et tout ce qu'on veut d'autre, parce que cette API, en fait, ça va être un vrai projet avec une vraie source de code. Donc, par exemple, on voit souvent un cache applicatif qu'on met côté serveur dans cette couche-là, par exemple. On est une appli qui va être ouverte à beaucoup de monde d'un coup. Peut-être que le backend 1 n'est pas
dimensionné pour pouvoir résister à une telle charge. Donc là, ça peut être l'endroit où mettre un niveau de cache applicatif pour pouvoir justement moins solliciter ce backend 1. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, là, on vous a donné nos précaux principales. Pour le mobile, on n'est pas en train de dire qu'il faut s'arrêter là. Une API, c'est un vrai sujet en soi. Et donc, il faut mettre en place toutes les autres bonnes pratiques et toutes les règles de l'art sur les API. Alors, ici, on pourrait passer des semaines à en parler. On peut parler de services sans état, on peut parler de la bonne utilisation des verbes HTTP. Bref, plein de choses. Là, c'est un extract pour le mobile, mais faites vraiment des API à l'état de l'art. Chez Octo, ces dernières années, on a publié plusieurs ref-cards sur le sujet qui vous expliquent comment faire un bon design d'API, comment sécuriser votre API ou encore quelle est la stratégie d'architecture. Bref, il y a plein de sujets à pêcher là-dedans. On vous encourage à les lire et à les utiliser pour designer vos API mobiles ou autres. Maintenant, si on doit clôturer ce talk, nous on vous propose de repartir principalement avec les éléments de ce slide-là. L'élément important, notamment qu'a essayé Fred de faire toucher du doigt, c'est surtout ne pas exposer la complexité du SI dans une app mobile. L'app mobile, elle n'est pas faite pour ça, elle est faite pour répondre à un besoin spécifique et pas pour gérer les problématiques de votre SI. Et donc, ça passe par une API dédiée, une ou plusieurs API dédiées spécifiques pour le mobile, qui va permettre de limiter les appels réseau, qui va permettre de s'adapter au design par rapport aux besoins du client, qui va permettre également d'exploiter le cache, ne garder que les données dont on a besoin. Bref, tout ce qu'on a dit là, on vous conseille de faire une API dédiée. C'est, selon notre expérience, ce qui fonctionne le mieux dans les projets mobiles. Merci à tous. Merci.